À 72 ans, j'ai poussé un cri. C'était trop grand et trop lourd, pas comme vous l'imaginez. C'était l'étagère de ma vieille armoire qui s'est effondrée soudainement quand j'ai essayé de la tirer toute seule. Le fracas a traversé le couloir au carrelage ancien de ma petite maison à Bayeux, en Normandie. Je suis restée figée, la main sur le cœur, riant de la peur et du silence qui remplit chaque recoin depuis qu'il est parti. 10 ans sans Étienne m'ont appris à gérer la quiétude. Je me lève avant le soleil. Je mets la bouilloire sur le poêle en fonte. Je prépare le café dans la cafetière à piston. J'attache mes cheveux en chignon et je mets mon rouge à lèvres rose pâle, même si c'est juste pour faire un saut à la boulangerie du coin. C'est ma façon de me rappeler, je suis toujours une femme. Ma cuisine est restée telle qu'il l'a laissée. Les casseroles empilées par taille, les assiettes alignées, les étagères solides qu'Étienne a installées avec ses mains calleuses de maçon pleines de soin. Je vais tout laisser bien en ordre, Claire. Et il le faisait. Parfois, je passe la paume de ma main sur le bois, comme s'il était possible de sentir à nouveau sa présence. Luc, mon fils, vit maintenant à Paris et ne vient que pour les vacances. Marie habite très loin, à Caen. Elle vient le dimanche avec son mari et sa petite fille, répare une prise, apporte du pain frais, repart avec du gâteau. Quand la porte se referme, le poids du silence est plus lourd que celui de l'armoire de 1985. C'est Marie qui a insisté. « Maman, ça suffit avec cette armoire de travers. C'est mon cadeau. » J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Qu'à mon âge, elle m'a regardé de cette façon qui me désarme. « Vous le méritez. » Au magasin, la vendeuse a noté « Mercredi matin, monteur à domicile ». J'ai souri intérieurement. Où d'autre serais-je? La veille, j'ai ouvert le flacon de mon bon parfum, le même que pour notre dernier anniversaire de mariage. J'ai dormi enveloppée dans son odeur sucrée, comme quelqu'un qui tire une couverture contre le froid. Le matin, je me suis regardée dans le miroir, plus de blanc que de noir dans les cheveux, des marques honnêtes sur le visage, mais les yeux, les yeux brillaient encore. J'ai mis mon rouge à lèvres avec soin, ajusté mon collier de perles, un peu exagéré pour recevoir un monteur, je sais, et j'ai mis un gâteau de maïs au four. Une maison vide a besoin d'une odeur de vie. À 8h45, on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas. Uniforme bleu, porte-bloc, l'assurance de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. J'ai pris une grande inspiration. J'ai ouvert la porte et j'ai essayé de paraître naturelle, comme si je recevais des visites tous les jours. « Bonjour, Madame Claire, je suis Romain, de Mobilier Sainte-Claire. Je viens monter l'armoire. » La voix était ferme, polie. Je me suis écartée, j'ai caché ma nervosité derrière un sourire et j'ai indiqué le couloir. Le café était prêt, le gâteau levé. Et sans le savoir, ma vie aussi. Le cri déchira le silence de la maison. Ce ne fut pas un son de panique ou de douleur, mais quelque chose de plus primitif, une explosion d'air trop longtemps contenue. Il venait du fond des poumons de Madame Claire, une femme de 72 ans dont la voix s'élevait rarement au-dessus d'un murmure poli. Le jeune homme en face d'elle, Julien, sursauta, les muscles de ses bras se tendant, tandis qu'il tenait la lourde porte latérale de la nouvelle armoire. Ses yeux bruns, couleur de terre humide, se fixèrent sur elle. Un mélange de surprise et d'inquiétude. « Madame Dubois, est-ce que ça va ?» Claire ne répondit pas tout de suite. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, ses mains fines et tachées par l'âge encore pressé contre le bois stratifié, à quelques centimètres des mains calleuses de Julien. L'air entre eux vibrait, dense de l'effort physique et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Son odeur, un mélange de sueur honnête, de sueur de bois et du vague arôme de café de son déjeuner, emplissait ses narines, terriblement vivantes dans l'atmosphère de sa maison qui sentait habituellement la lavande séchée et la cire d'abeille. Ils étaient coincés dans cette impasse depuis un moment, dans le couloir étroit de l'étage. La pièce de l'armoire, maladroite et lourde, s'était coincée dans le virage de l'escalier. Julien, aussi fort qu'il soit, avait besoin d'un angle qu'il ne pouvait atteindre seul. Et Claire, dans un élan qui la surprit elle-même, avait offert son aide pour guider la pièce par le bas. C'est à cet instant, leurs corps si proches, poussant tous deux dans la même direction, leurs efforts synchronisés dans un rythme haletant, que le cri s'était échappé. « Oui, oui, ça va, mon garçon », parvint-elle à dire. La voix rauque. C'était juste l'effort. Mais ce n'était pas seulement l'effort. C'était le choc de sentir ses propres muscles travailler, le sang couler chaudement dans ses veines, le cœur battre sauvagement contre ses côtes. C'était le choc de la proximité d'un autre être humain, une présence si vibrante et pleine d'énergie
qu'elle semblait faire vibrer les murs même de sa maison silencieuse. C'était comme si une fenêtre longtemps fermée et poussiéreuse avait été soudainement ouverte à la volée, laissant entrer une rafale de vent forte et imprévisible. L'armoire passa dans le couloir avec une dernière poussée, et avec elle, quelque chose de nouveau et de déconcertant était entré irrévocablement dans la vie de Madame Claire. Elle recula d'un pas, s'appuyant contre le mur pour se stabiliser, non pas à cause de l'effort, mais du vertige bouleversant de se sentir, soudainement et sans préavis, complètement vivante. La journée avait commencé comme toutes les autres depuis 12 ans, depuis le départ d'Étienne. Le premier signe de lumière grise filtrant à travers les rideaux de dentelle fut le réveil silencieux de Claire. Elle se déplaça avec l'économie de mouvement que l'âge et l'habitude lui avaient enseignée. Le parquet de la chambre grinça doucement sous ses pieds nus, tandis qu'elle enfilait sa robe de chambre en laine. Dans la cuisine, le rituel était immuable. D'abord, remplir la cafetière à piston avec l'eau du puits, son doux bouillonnement étant le premier son de la journée. Ensuite, moudre les grains de café, l'arôme riche remplissant l'air et se superposant à l'odeur persistante de fumée de bois de la cheminée de la veille. Pendant que le café infusait, elle sortait dans la cour arrière. L'air matinal de Normandie était frais et humide, sentant la terre mouillée et les pommes pourrissant doucement dans le verger voisin. « Bonjour, mes petites », murmura-t-elle à ses 3 poules, qui caquetèrent en réponse, tandis qu'elle leur jetait du maïs. Leurs noms étaient Colette, Simone et Édith, et ses conversations unilatérales avec elle étaient l'un des piliers de sa solitude. De retour dans la cuisine, avec 3 œufs encore chauds dans son panier, elle prépara son petit déjeuner. Un œuf à la coque, une tranche de pain de campagne avec du beurre salé et une tasse de café fort. Elle mangea à la petite table en bois près de la fenêtre, observant le village de Lyon-la-Forêt s'éveiller lentement. Elle voyait Monsieur Benoît, le boulanger, ouvrir sa boutique, sa silhouette robuste se déplaçant derrière la vitre embuée. Elle voyait les enfants en route pour l'école, leur voix aiguë résonnant brièvement dans la rue pavée avant de disparaître au coin. Sa maison était un sanctuaire de souvenirs. Chaque objet avait une histoire. Le fauteuil usé près de la cheminée était celui où Étienne lisait le journal tous les soirs. Les aquarelles délavées sur le mur avaient été peintes par elle, des décennies plus tôt, à une époque de sa vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. L'horloge à balancier dans le couloir, dont le tic-tac était le battement de cœur de la maison, avait été un cadeau de mariage de ses parents. La vie de Claire était une symphonie silencieuse de routine, chaque mouvement et chaque tâche, une note dans une composition familière et réconfortante. C'était une vie de retenue, d'émotions soigneusement gardées, d'un manque qui était devenu un compagnon constant et silencieux, comme le tic-tac de l'horloge. Elle ne se considérait pas comme malheureuse. Elle avait trouvé une sorte de paix dans la prévisibilité, une sécurité dans le silence. Elle n'attendait plus rien de la vie, ni ne demandait rien. L'idée que cet ordre méticuleusement construit puisse être perturbé était aussi étrange et improbable que l'idée de voir le soleil se lever à l'ouest. Et pourtant, ce jour-là, une commande passée sur l'insistance de sa fille était sur le point d'arriver. Une commande qui amènerait avec elle un jeune homme nommé Julien, et le son discordant d'un cri. « Maman, tu as décidé ?» La voix d'Isabelle résonnait, claire et un peu impatiente au téléphone, traversant les kilomètres qui séparaient l'agitation de Paris de la tranquillité de la Normandie. Claire tenait le combiné de son vieux téléphone à cadran, le plastique noir et froid contre son oreille. Elle regardait l'armoire en chêne massif qui dominait sa chambre. Elle avait appartenu à sa grand-mère. C'était une pièce imposante, sombre et ornée, mais la porte de gauche ne fermait plus correctement depuis des années, s'affaissant légèrement comme une paupière fatiguée. « Je ne sais pas encore, ma chérie. Cette armoire, elle a tant de souvenirs. Je sais, maman, mais elle n'est pas pratique. Elle est pleine de vrillettes, et la porte pourrait tomber à tout moment. C'est dangereux, » insista Isabelle, son ton un mélange d'amour et d'exaspération. « J'en ai trouvé une parfaite pour toi, plus claire, plus moderne, avec des portes coulissantes, bien plus facile à utiliser. Je l'ai déjà commandée. Il livre tes montes mardi. » Claire soupira. Il était impossible de discuter avec Isabelle quand elle passait en mode efficace. Sa fille avait hérité du côté pratique de son père, mais pas de sa patience. Depuis la mort d'Étienne, Isabelle avait endossé le rôle de l'aidante à distance, ses appels hebdomadaires remplis de questions sur sa santé, ses finances et l'état de la maison. Claire savait que c'était par amour, mais elle se sentait parfois comme un projet à gérer, une liste de tâches à accomplir. « Tu n'avais pas besoin de te donner ce mal, Isabelle.
Bien sûr que si. Je veux que tu sois à l'aise et en sécurité. Le jeune homme qui vient la monter s'appelle Julien. Il a l'air très professionnel. S'il te plaît, maman, ne lui complique pas la tâche. Laisse-le faire son travail. La conversation se poursuivit quelques minutes, Isabelle partageant des nouvelles de ses petits-enfants et de son travail dans un cabinet d'avocats animé. Claire écoutait, répondant au bon moment, mais son esprit était avec la vieille armoire. Elle se souvenait de s'y être cachée enfant, l'odeur de naphtaline et de vieux bois l'enveloppant. Elle se souvenait d'Étienne polissant le bois avec soin chaque année, ses grandes mains douces se déplaçant en cercle lent. S'en débarrasser semblait être une trahison, une autre partie de sa vie avec lui enlevée et jetée. Quand elle raccrocha, le silence de la maison parut plus lourd. Elle regarda de nouveau l'armoire et sentit une pointe de ressentiment, non pas envers Isabelle, mais envers l'inévitabilité du changement. Le monde continuait de tourner, de se moderniser, de remplacer l'ancien par le nouveau, qu'elle le veuille ou non. Mardi, un étranger entrerait chez elle pour démonter un morceau de son histoire. Elle n'avait aucune idée qu'il ne ferait pas que monter une nouvelle armoire, mais qu'il démantèlerait aussi les murs qu'elle avait soigneusement construits autour de son propre cœur. Mardi, la sonnette retentit ponctuellement à 9h du matin. Le son aigu et insistant sembla violer la paix matinale. Claire lissa son tablier, son cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Elle n'était pas habituée aux visites, encore moins aux ouvriers dans sa maison. Elle ouvrit la porte, et le jeune homme était là, se découpant sur la douce lumière du matin. Julien était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec des épaules larges qui remplissaient l'encadrement de la porte. Ses cheveux sombres étaient décoiffés par le vent, et sa peau avait un hâle sain, celui de quelqu'un qui passe du temps à l'extérieur. Il portait un pantalon de travail usé et un t-shirt gris qui moulait ses muscles. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent, bruns et directs, avec une expression de sympathie sincère, et son sourire, légèrement timide, révélait des dents blanches et bien alignées. « Bonjour, Madame Dubois, je suis Julien, de Meubles et Plus. Je viens pour monter votre nouvelle armoire. » Sa voix était plus grave qu'elle ne l'attendait. Un baryton doux qui contrastait avec son apparence robuste. « Bonjour, monsieur. Entrez, je vous prie, » dit Claire en reculant pour le laisser passer. Il entra, et la maison sembla instantanément rétrécir autour de lui. Il amena avec lui l'odeur du monde extérieur, l'herbe mouillée, l'air frais, une touche d'essence de sa camionnette. Il regarda autour de lui, ses yeux parcourant le salon bien rangé avec une curiosité respectueuse. « Votre maison est très jolie. Elle a beaucoup de caractère, » dit-il. Et Claire sentit qu'il le pensait vraiment. « Merci. Elle est ancienne. » Leur première interaction fut une danse de formalité. Elle lui offrit un café, qu'il accepta avec gratitude. Ils s'assirent un moment à la table de la cuisine, le silence seulement rompu par le son de lui soufflant sur son café chaud. Claire se sentait étrangement consciente d'elle-même, de la façon dont ses mains tremblaient légèrement en tenant sa tasse, du motif floral délavé de sa robe. Julien n'était pas intrusif. Il parlait peu, mais quand il le faisait, c'était avec une prévenance qui la désarma. Il demanda où se trouvait l'ancienne armoire et où la nouvelle devait être placée. Elle le conduisit à l'étage, se sentant comme un guide dans son propre musée. En entrant dans la chambre, il s'arrêta et siffla doucement en voyant la vieille armoire en chêne. « Ouah, on ne fait plus de meubles comme ça. C'est dommage de devoir la démonter. » Son commentaire valida le sentiment de perte de Claire. « La porte est cassée, » expliqua-t-elle, presque comme pour s'excuser. « Ça pourrait se réparer, » dit-il en passant la main sur le bois usé. « Mais ça prend du temps et du savoir-faire. » Il la regarda. « Bon, mettons-nous au travail. »« Où voulez-vous que je mette les affaires qui sont à l'intérieur ?» La question simple resta en suspens. Les affaires, toute sa vie, leur vie, pliées et rangées dans ses tiroirs et sur ses étagères. La tâche à venir lui parut soudain monumentale, non pas à cause de son poids physique, mais de son poids émotionnel. La présence de ce jeune homme vibrant et plein de vie dans son sanctuaire de souvenirs était sur le point de la forcer à affronter un passé qu'elle avait soigneusement gardé intact et intouché. Vider l'armoire fut comme fouiller un site archéologique de sa propre vie. Chaque strate révélait une ère différente, un ensemble différent de souvenirs. Julien, avec une sensibilité qui la surprit, se retira et commença à apporter les cartons de la nouvelle armoire, lui laissant de l'espace et du temps. La première étagère contenait ses vêtements de tous les jours.
Des robes à fleurs, des gilets en laine, des jupes de couleur sobre. C'étaient les vêtements de la veuve Claire Dubois, la femme que le village connaissait. Mais en dessous, au fond, se trouvait une robe en soie bleu ciel qu'elle n'avait pas portée depuis 15 ans. Elle l'avait mise pour le mariage de son neveu, et Étienne lui avait dit qu'elle ressemblait au ciel d'été. Elle tenait le tissu, maintenant un peu poussiéreux, et le souvenir était si vif qu'elle pouvait presque sentir la main d'Étienne sur sa taille, pendant qu'il dansait. Le tiroir suivant contenait le linge de maison, des draps de lin brodés par sa mère, avec ses initiales entrelacées à celles d'Étienne. L'odeur de lavande s'éleva dans l'air quand elle les sortit, un parfum qu'elle avait fini par associer à la solitude, mais qui lui rappelait maintenant des nuits d'été chaudes, la fenêtre ouverte et le chant des grillons dehors. Le côté gauche de l'armoire était le territoire d'Étienne. Ses vêtements étaient toujours là, suspendus comme s'ils pouvaient revenir à tout moment pour les enfiler. Ses vestes en tweed, un peu usées au coude. Ses chemises en coton, soigneusement repassées par elle. Elle prit l'un de ses pulls en laine, un bleu marine qu'il adorait, et y enfouit son visage. Son odeur s'était évanouie depuis longtemps, remplacée par l'odeur de naphtaline. Mais dans son esprit, elle pouvait se la rappeler parfaitement. Un mélange de tabac à pipe, de terre, et du savon au bois de santal qu'il utilisait. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage. Ce n'étaient beau pas des larmes de chagrin aigu, mais d'un manque profond et persistant. Chaque vêtement était un fantôme, une histoire à raconter. Elle trouva une poche avec un ticket de cinéma froissé, d'un film qu'ils avaient vu ensemble. Elle trouva une petite boîte en bois qu'il avait faite pour elle, contenant des coquillages qu'ils avaient ramassés sur une plage de Deauville pour leur 25e anniversaire de mariage. Le processus était lent et douloureux. Chaque objet qu'elle mettait dans un carton semblait un adieu final. Julien entrait et sortait de la chambre, transportant les cartons vides en bas, sans jamais dire un mot, mais sa présence silencieuse était un soutien tacite. Il ne la pressait pas, ne la jugeait pas. Il lui laissait juste l'espace pour faire ses adieux. Quand elle arriva enfin au dernier tiroir, elle trouva un album photo qu'elle pensait avoir perdu. Elle s'assit par terre, sa robe s'étalant autour d'elle, et l'ouvrit. Il y avait des photos de jeunes, riant à l'objectif, pleins d'un espoir et d'un avenir qui n'avait pas encore été écrit. Il y avait elle, avec ses cheveux sombres et longs, et lui, mince avec un large sourire. Sur l'une des photos, il la regardait avec une adoration si évidente que le cœur de Claire se serra. Elle n'était plus cette femme. Le temps, la douleur et la solitude l'avaient érodée, laissant derrière elle une version plus pâle et plus silencieuse d'elle-même. Elle ferma l'album. L'armoire était vide. Elle ressemblait à une carcasse, un squelette dépouillé de son âme. Le fantôme d'Étienne, et le fantôme de la femme qu'elle avait été, avaient enfin été délogés. Julien revint dans la chambre, son visage sérieux en voyant l'expression de Claire. Il regarda l'armoire vide, puis elle, assise par terre, entourée de boîtes. « Tout va bien, Madame Dubois ?» demanda-t-il doucement. Claire hocha la tête, incapable de parler. Elle essuya ses larmes du revers de la main, embarrassée de s'être laissée aller devant un étranger. « C'est un travail difficile, celui-ci, » dit-il, ne parlant pas du travail physique. Se débarrasser d'un meuble comme ça, c'est comme tourner une page. Sa compréhension était un baume. Il ne la traitait pas avec pitié, mais avec un respect qui la toucha profondément. « Oui, » murmura-t-elle, « c'est exactement ça. » Il lui tendit la main. « Venez, laissez-moi vous aider à vous relever. » Hésitante, elle prit sa main. Sa peau était chaude et rugueuse contre la sienne. Sa prise ferme et sûre. Il la tira vers le haut avec une facilité surprenante. Un instant, ils furent très proches, et elle se sentit de nouveau envahie par son énergie, sa vitalité. « Maintenant vient la partie difficile, » dit-il avec un doux sourire. « Nous devons sortir ce monstre d'ici. » Le processus de démontage de la vieille armoire en chêne devint une tâche partagée. Elle était trop lourde et trop encombrante pour un seul homme, surtout dans les escaliers étroits. Julien, avec son expérience, savait exactement où se trouvaient les joints et les vis, mais il avait besoin d'aide pour tenir les pièces pendant qu'il les desserrait. Claire, poussée par un besoin soudain d'être utile, de participer activement au retrait de ce monument à son passé, devint son assistante. Elle tenait les lourdes portes pendant qu'il dévissait les charnières. Elle l'aidait à incliner les panneaux latéraux. Elle lui passait les outils. Une nouvelle dynamique s'installa entre eux. Ils cessèrent d'être cliente et ouvrier pour devenir une équipe. Un rythme silencieux se développa.
Une communication non verbale de hochements de tête, de regards et de gestes. Il lui expliquait ce qu'il allait faire, sa voix calme et patiente. Maintenant, si vous pouviez tenir ici, fermement, parfait. Claire découvrit en elle une force qu'elle ne se connaissait pas. Ses muscles, habitués à de légères tâches ménagères, protestaient, mais il y avait une satisfaction dans l'effort. Elle se sentait utile, capable. La douleur émotionnelle de vider l'armoire était remplacée par la concentration et le travail physique. Quand ils eurent enfin réussi à démonter la structure principale, ils respiraient tous deux difficilement, couverts d'une fine couche de poussière de bois centenaire. Ils regardèrent les tas de planches de chêne sombres sur le sol. Le géant avait été abattu. Julien essuya la sueur de son front avec son avant-bras. « On a réussi », dit-il, et son sourire était de pure camaraderie. « Oui », répondit Claire, et pour la première fois ce jour-là, un petit sourire effleura ses propres lèvres. « On a réussi ». Le partenariat inattendu avait transformé une tâche redoutée en une expérience partagée. Il avait brisé la barrière entre eux et établi un lien basé sur l'effort mutuel et le respect. Le silence dans la maison n'était plus celui de la solitude, mais le silence confortable de deux personnes travaillant ensemble vers un but commun. Le soleil de midi filtrait par les fenêtres, illuminant les particules de poussière qui dansèrent dans l'air. L'estomac de Julien gargouilla, un son fort et impudent qui résonna dans le silence de la chambre. Il rougit légèrement. « Excusez-moi », murmura-t-il, embarrassé. Claire le regarda, et le son banal et humain brisa la solennité du moment. « Ne vous excusez pas, mon garçon. Il est tard et le travail a été dur. Vous avez faim. » C'était une affirmation, pas une question. Et, suivant l'instinct d'hospitalité qui lui avait été inculqué depuis l'enfance, elle ajouta « J'ai fait une quiche lorraine ce matin. Et il y a de la salade. Voudriez-vous déjeuner avec moi ?» L'offre le prit par surprise. « Oh non, Madame Dubois. Je ne veux pas vous déranger. J'ai apporté un sandwich. Ce n'est pas un dérangement. C'est la moindre des choses après toute votre aide et votre patience, » insista-t-elle, son ton n'admettant aucun refus. « Lavez-vous les mains dans la salle de bain en bas. Je mets la table. » Pendant que Julien descendait, Claire se dirigea vers la cuisine avec une nouvelle détermination. Elle sentit une agitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Mettre la table pour deux. Cela semblait un acte étrange et monumental. Elle sortit ses plus belles assiettes en faïence, celles qu'elle n'utilisait normalement que pour les occasions spéciales qui n'arrivaient plus. Elle coupa de généreuses parts de quiche, sa croûte dorée et sa garniture crémeuse, semblant particulièrement appétissante. Elle prépara une simple salade verte avec une vinaigrette à la moutarde de Dijon, comme Étienne l'aimait. Quand Julien revint, la table était mise. Il regarda la scène avec une appréciation silencieuse. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Pour Claire, la vue d'un homme assis à sa table de cuisine, à la place qui avait été celle d'Étienne, fut momentanément déconcertante. Mais Julien n'était pas Étienne. Sa présence était différente, plus jeune, moins lourde. Le déjeuner fut étonnamment facile. Le silence initial laissa place à la conversation. Poussé par la nourriture faite maison, Julien commença à parler un peu de lui. Il avait 28 ans, venait d'une ville près de Rouen et travaillait pour l'entreprise de meubles afin d'économiser de l'argent. « Mon rêve est d'avoir mon propre atelier », confessa-t-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Travailler vraiment le bois, créer des pièces, pas seulement assembler des choses préfabriquées. Mon grand-père était menuisier. Je crois que c'est dans le sang. » Claire écoutait, fascinée. Elle avait oublié ce que c'était que d'être en présence d'une ambition juvénile, de rêves encore à réaliser. Elle lui posa des questions sur les types de bois qu'il aimait, sur les designs qu'il avait en tête. Il répondit avec une passion contagieuse. À son tour, il l'interrogea sur sa vie au village, sur la maison. Elle lui raconta comment elle avait grandi à proximité, comment elle avait rencontré Étienne à une fête de village. Elle se retrouva à partager de petites anecdotes, des histoires qu'elle n'avait racontées à personne depuis des années, pas même à Isabelle. La présence attentive et intéressée de Julien était comme une clé qui ouvrait des portes longtemps verrouillées dans sa mémoire. Le repas partagé transforma leur relation. Il cessa d'être simplement le gars de l'armoire, et elle cessa d'être simplement la cliente âgée. Ils étaient deux personnes, de générations très différentes, trouvant un terrain d'entente et un plaisir inattendu dans la compagnie de l'autre. Quand ils eurent fini, le soleil avait déjà passé son zénith, le travail le plus dur était encore à venir, mais l'atmosphère avait changé. La maison, pour la première fois en 12 ans, se sentait un peu moins vide. Après le déjeuner, le travail reprit avec une énergie renouvelée.
Monter les pièces de la nouvelle armoire à l'étage fut la première tâche. Elles étaient plus légères et plus maniables que le chêne massif, mais l'escalier étroit et tournant restait un défi. C'est en montant la porte latérale, la plus longue et la plus lourde, que le moment se produisit. La pièce était trop longue pour prendre le virage facilement. Julien passait devant, montant les escaliers à reculons, supportant la majeure partie du poids. Claire était en bas, guidant l'extrémité inférieure. « Faites attention, madame, » dit-il, la voix tendue par l'effort. « Je dois l'incliner vers le haut. Vous devrez la pousser fort quand je le dirai. » Claire se mit en position, ses mains agrippant le bord lisse du bois. Son cœur battait d'anticipation. « Maintenant !» cria-t-il. Elle poussa. De toutes ses forces, ses pieds s'ancrèrent au sol. Les muscles de ses bras et de son dos se contractèrent. Julien, en haut de l'escalier, tirait et tournait. Un instant, la pièce ne bougea pas, coincée contre la rampe et le mur. Ils étaient dans une impasse, la tension vibrant entre eux. L'air était rare. Claire pouvait voir les gouttes de sueur se former sur la nuque de Julien. Les tendons de son cou se dessinaient. Elle prit une profonde inspiration, rassembla le reste de son énergie et poussa à nouveau, encore plus fort, et c'est à ce moment-là que le cri s'échappa. Une explosion de son, une libération d'effort, de frustration et d'une adrénaline longtemps oubliée. À l'instant où le son sortit de sa bouche, la porte de l'armoire se dégagea, raclant bruyamment le mur, avant de glisser dans le couloir de l'étage. Le soulagement soudain de la tension la fit chanceler en arrière. Et c'est alors que Julien, entendant son cri, se retourna brusquement, l'inquiétude assombrissant son visage. « Madame Dubois, est-ce que ça va ?» Ils se retrouvèrent dans la scène qui avait tout déclenché, mais maintenant avec le poids du partage, de la conversation et de la camaraderie, lui donnant une nouvelle signification. Le cri n'était plus seulement un son isolé, c'était l'aboutissement d'une journée d'efforts physiques et émotionnels, le point de rupture d'un sang-froid maintenu pendant plus d'une décennie. « Oui, ça va, mon garçon », répondit-elle, la voix tremblante, non de faiblesse, mais d'une émotion bouleversante. C'était juste l'effort. Il appuya la pièce de bois contre le mur et descendit rapidement les marches vers elle. Il posa une main sur son épaule, un geste instinctif de soutien. « Vous êtes sûre ? Vous êtes devenue toute pâle. » Son contact était chaud et ferme à travers le tissu de sa robe. Son visage était proche du sien, ses yeux bruns scrutant les siens avec une réelle inquiétude. Claire sentit une vague de chaleur monter le long de son cou. C'était la proximité, l'inquiétude, le moment de vulnérabilité partagée. C'en était trop. Elle s'écarta doucement. « Ça va, vraiment. J'ai juste besoin d'un moment. » Ce vieux corps n'est plus habitué à de telles aventures. Mais tandis qu'elle regardait Julien retourner à son travail, Claire sut que son cri avait été plus qu'un simple cri d'effort. C'était le son de quelque chose en elle qui se brisait. Un barrage qui retenait des années d'émotions refoulées, de vie non vécue, venait de céder, et elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre dans le torrent. En fin d'après-midi, le squelette de la nouvelle armoire était assemblé. Il était d'un bois clair, peut-être du bouleau ou du pin, et son design simple et moderne contrastait fortement avec le reste du mobilier de la chambre. Il semblait être un intrus d'une autre époque. « Je finirai demain », dit Julien en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Je dois aller chercher les portes et les étagères dans la camionnette et les installer. Ça ne prendra pas longtemps. » L'idée qu'il reviendrait le lendemain provoqua en Claire une vague de quelque chose qu'elle ne put identifier. Soulagement ? Anticipation ? Très bien, dit-elle simplement. Son départ fut aussi soudain que son arrivée. Avec un « À demain, Madame Dubois », il disparut par la porte, laissant derrière lui l'odeur de sueur et un silence qui semblait plus profond et plus vide qu'auparavant. Claire monta lentement les escaliers et s'arrêta sur le pas de sa chambre. L'espace où se trouvait la vieille armoire en chêne semblait hanté, une tache plus sombre sur le parquet étant la seule preuve de sa longue existence. La nouvelle armoire, encore incomplète, était la promesse d'un avenir qu'elle n'avait pas demandé. Elle erra dans la maison, touchant les objets comme si elle les voyait pour la première fois. Sa maison, son sanctuaire d'ordre et de silence, lui semblait différente. Elle était imprégnée de l'énergie de Julien. L'écho de sa voix grave, le son de ses outils, le rythme de ses pas lourds dans les escaliers, tout semblait être resté, flottant dans l'air. Elle prépara le dîner, une simple soupe, mais son appétit avait disparu. Elle mangea à la table de la cuisine, mais la place vide en face d'elle semblait accusatrice. Le silence n'était plus réconfortant. Il était lourd, oppressant. Pour la première fois depuis des années,
La solitude n'était pas une compagne familière, mais une affliction aiguë. Après le dîner, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Au lieu de s'asseoir dans le fauteuil d'Étienne, elle alla devant le miroir orné au-dessus de la cheminée et se regarda. Elle regarda au-delà de l'image familière de la veuve de 72 ans. Elle vit les rides autour de ses yeux, carte de ses chagrins et de ses joies. Elle vit les cheveux blancs, autrefois d'un brun riche. Mais elle vit aussi quelque chose d'autre dans ses yeux bleus. Une étincelle, une lueur d'agitation qui n'était pas là le matin. Qui était cette femme dans le miroir? N'était-elle que la veuve d'Étienne Dubois? La mère d'Isabelle? La voisine discrète qui s'occupait de ses poules? La journée avait ébranlé ses certitudes. L'effort physique, le partage de souvenirs, la conversation facile, le cri involontaire, tout avait conspiré pour réveiller une partie d'elle qu'elle croyait endormie pour toujours. La femme dans le miroir ne semblait pas prête à se rendre au silence. Elle semblait effrayée, confuse, mais aussi curieuse. L'écho de la présence de Julien dans sa maison avait réveillé un écho en elle-même. L'écho de la femme qu'elle avait été un jour, une femme pleine de passion et de vie. Et pour la première fois en 12 ans, Claire Dubois se demanda si cette femme pouvait encore exister. La nuit fut longue et agitée. Claire s'allongea dans son lit, mais le sommeil la fuyait. Son esprit repassait les événements de la journée, encore et encore, comme un projecteur de cinéma montrant le même film. Elle analysait chaque mot, chaque geste, chaque regard. Au début, elle pensa que son trouble était dû à Julien, à sa jeunesse, sa force, sa gentillesse inattendue. Sa présence avait été une bouffée d'air frais. Oui, mais c'était plus que cela. C'était comme une pierre jetée dans un étang longtemps immobile, les ondulations se propageant vers des rives qu'elle ne savait même pas exister. Il était facile de blâmer le messager pour le message. Mais au fil des heures, dans l'obscurité silencieuse de sa chambre, une compréhension plus profonde commença à émerger. Sa réaction ne concernait pas Julien, l'homme. Elle concernait ce qu'il représentait. La vie, la possibilité, le monde extérieur qui continuait de battre avec énergie et détermination au-delà de ces murs de pierre. Il avait été le catalyseur, l'allumette qui gratte la surface, mais la substance inflammable était déjà là, en elle. Le cri, elle y revint. Maintenant, loin de la chaleur du moment, elle pouvait l'analyser plus clairement. Ce n'avait pas été le son d'une femme de 72 ans qui en faisait trop. C'était le son de sa propre âme, emprisonnée pendant 12 ans dans une routine de deuil et de résignation, criant pour être libérée. C'était un cri contre le silence, un cri contre l'invisibilité de la vieillesse, un cri qui disait « Je suis toujours là, je ressens encore, je suis toujours ». Cette révélation fut à la fois terrifiante et libératrice. Elle s'assit dans son lit, le cœur battant à la force de l'épiphanie. Pendant 12 ans, elle avait vécu sa vie comme un épilogue à son histoire avec Étienne. Elle avait accepté que ses jours de croissance, de changement, de passion, s'étaient terminés avec lui. Elle s'était définie par son absence. Mais si ce n'était pas vrai? Et si la vie n'était pas un livre avec un seul chapitre principal? Et s'il y en avait d'autres à écrire? L'insistance d'Isabelle pour la nouvelle armoire, qu'elle avait tant ressentie, avait été, involontairement, un cadeau. En la forçant à vider l'ancienne, elle l'avait forcée à affronter son passé. Et l'arrivée de Julien, un parfait inconnu, l'avait forcée à être présente dans l'instant, à interagir, à ressentir. Claire se leva et alla à la fenêtre. La pleine lune baignait le paysage endormi de la Normandie d'une lumière argentée. Le monde semblait plein d'une beauté silencieuse et de possibilités. Le sentiment qui l'envahit n'était pas le désir pour un jeune homme, une pensée qui l'aurait rempli de honte. C'était quelque chose de bien plus profond et fondamental, un désir pour sa propre vie, un désir de sentir le soleil sur sa peau, non seulement comme une chaleur familière, mais comme une promesse, un désir de parler et d'être entendu, un désir de créer, de rire, de se sentir utile et vivante. La nouvelle armoire, qu'elle avait vue comme un intrus, lui semblait maintenant autre chose, un espace vide, une page blanche, une occasion de décider ce qu'elle voulait garder, ce qu'elle voulait jeter et ce qu'elle voulait acquérir de nouveau. La véritable nature de son cri ne concernait pas une armoire entrant dans un couloir. Il s'agissait de la vie elle-même, essayant de rentrer dans son cœur. Et la question qui flottait dans l'air de la nuit était de savoir si elle aurait le courage de la laisser entrer. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une sensation de clarté inhabituelle. Le rituel matinal fut le même, mais elle l'exécuta avec une nouvelle conscience. L'odeur du café semblait plus riche, le caquettement des poules plus joyeux. Avant l'arrivée de Julien,
Elle devait se rendre au marché pour acheter du pain frais et du fromage pour le déjeuner. Elle décida que, s'il devait travailler chez elle, la moindre des choses était de le nourrir correctement. En marchant dans la rue principale de Lyon-la-Forêt, elle se sentit différente. C'était comme si elle voyait son village, l'endroit où elle avait vécu toute sa vie, avec des yeux neufs. Elle remarqua la teinte rougeâtre des feuilles de lierre sur les murs de pierre, l'odeur des croissants chauds venant de la boulangerie, la façon dont la lumière du soleil filtrait à travers les arbres sur la place du marché. « Bonjour Claire ». La voix perçante de Madame Dubois, la femme du boucher et la principale source de nouvelles du village, interrompit ses pensées. « Tu as l'air en pleine forme ce matin. Tu as une lueur dans les yeux. » Geneviève Dubois avait le don de transformer une observation en interrogatoire. Son regard acéré parcourut Claire de la tête aux pieds. « Bonjour Geneviève », répondit Claire, avec sa réserve habituelle. « C'est juste l'air frais du matin. »« L'air frais, bien sûr, » dit Geneviève avec un sourire entendu. « J'ai vu la camionnette de meubles et plus garée devant chez toi hier. Isabelle t'a enfin convaincue de jeter cette vieille horreur ? Oui, je reçois une nouvelle armoire, confirma Claire, essayant de garder la conversation brève. Et le garçon qui l'a livré ? Jeune et beau, n'est-ce pas ? Grand, les épaules larges. Je l'ai vu décharger les pièces, un bon travailleur. Son ton était désinvolte, mais ses yeux brillaient d'une curiosité insatiable. Au village, un nouveau visage était un événement, et un nouveau visage chez la veuve recluse était presque un scandale. Claire sentit une rougeur lui monter au cou. Soudain, elle devint intensément consciente de la façon dont ses actions pouvaient être vues et interprétées. Son hospitalité envers Julien, le déjeuner partagé, sa propre agitation intérieure, sous le regard attentif du village, tout cela pouvait être tordu et transformé en quelque chose de laid et de ridicule. La vieille veuve idiote faisant les yeux doux à un garçon qui aurait pu être son petit-fils. « Il est très professionnel et poli », dit Claire, sa voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois acheter du pain. » Elle s'éloigna, mais sentit le regard de Geneviève la suivre. La brève interaction fut comme une douche froide. Sa redécouverte intérieure, son moment d'épiphanie, était fragile. Le monde extérieur, avec ses attentes et ses jugements, était toujours à l'affût. En achetant son pain, son fromage et quelques pommes, elle sentit une vague de défi monter en elle. Pourquoi devrait-elle se soucier de ce que Geneviève Dubois ou qui que ce soit d'autre pensait ? Sa vie était la sienne, ses émotions étaient les siennes. Elle avait passé 12 ans à vivre selon les attentes de la façon dont une veuve devait se comporter. Discrète, en deuil, asexuée. Peut-être était-il temps de vivre selon ses propres règles. En rentrant chez elle, son pas était plus ferme. La rencontre avec Geneviève ne l'avait pas intimidée. Au contraire, elle avait solidifié sa nouvelle résolution. Elle n'allait pas laisser les murmures du village étouffer la voix qu'elle venait de redécouvrir en elle. Quand Julien arriva, Claire était mieux préparée. Elle l'accueillit avec un sourire sincère et une tasse de café frais. La gêne de la veille avait disparu, remplacée par une familiarité confortable. « Avez-vous bien dormi, Madame Dubois ?» demanda-t-il en acceptant le café. « Très bien, merci Julien. Et s'il vous plaît, appelez-moi Claire. » Le passage du formel à l'informel était un petit pas, mais il semblait significatif. Il sourit. « D'accord, Claire. Alors, on s'y met ?» Le travail ce jour-là fut plus calme et plus méthodique. Il s'agissait d'installer les portes coulissantes, les étagères et les tringles. Ils travaillèrent côte à côte dans la chambre. L'atmosphère emplie des sons doux des outils et de leurs conversations intermittentes. L'ambiance entre eux avait changé. La barrière de l'âge et des circonstances semblait s'être dissoute. Encouragée par sa résolution matinale, Claire se sentit plus à l'aise pour poser des questions, pour montrer de la curiosité. « C'est votre grand-père qui vous a appris à travailler le bois ?» demanda-t-elle en lui passant un niveau à bulles. « Oui, j'ai passé tous les étés de mon enfance dans son atelier. L'odeur de pain et de vernis est l'odeur de mon bonheur, » dit-il, ses yeux se perdant un instant dans le vague. Il pouvait tout faire de ses mains. Il disait que chaque morceau de bois a une histoire et une âme, et que le travail du menuisier est de l'écouter. Claire fut touchée par sa passion. « C'est très beau. Il est décédé il y a 2 ans, » continua Julien, sa voix s'abaissant légèrement. « Il m'a laissé ses outils. C'est pour ça que je dois avoir mon propre atelier, pour honorer sa mémoire, pour continuer son travail. » Soudain, Claire vit un point commun entre eux qu'elle n'avait pas vu auparavant. Ils faisaient tous deux face à la perte, tous deux essayant de trouver un moyen d'honorer le passé, tout en construisant un avenir.
Sa douleur à lui était fraîche, la sienne une vieille blessure, mais le langage du deuil était universel. Poussée par ce lien, elle se retrouva à parler d'Étienne d'une manière qu'elle ne le faisait avec personne, pas même Isabelle. Elle ne parla pas de sa maladie ou de sa mort, mais de sa vie. Elle parla de son rire, qui pouvait remplir toute une pièce. Elle parla de son amour pour le jardinage, de la façon dont ses mains, habituées à travailler la terre, étaient étonnamment douces. « Il vous aurait apprécié », dit Claire, et la déclaration la surprit elle-même par sa certitude. Il croyait aussi qu'il faut faire ce que l'on aime. Julien arrêta ce qu'il faisait et la regarda, son regard empreint d'une chaude empathie. Il avait l'air d'être un grand homme. Il l'était, dit-elle, la voix nouée par l'émotion. C'était mon grand homme. Dans cette chambre, entourés par le vieux bois du parquet et le bois neuf de l'armoire, ils partagèrent un moment de profonde connexion humaine. Ils construisaient plus qu'un meuble. Ils construisaient un pont entre deux générations, entre deux pertes, entre deux âmes. La conversation s'était approfondie, passant du superficiel à l'essentiel. Et pour Claire, parler d'Étienne sans être consumée par le chagrin fut une étape importante. Pour la première fois, son souvenir n'était pas seulement une source de douleur, mais aussi une source de force et d'inspiration. En début d'après-midi, le travail était terminé. La nouvelle armoire se dressait dans la chambre, complète et fonctionnelle. Ses portes en bouleau clair reflétaient la lumière de la fenêtre, éclairant un coin de la pièce qui avait toujours été sombre. Elle était propre, spacieuse et silencieusement moderne. « C'est prêt », annonça Julien en s'époussetant les mains. Il ouvrit et ferma les portes coulissantes, qui glissèrent doucement et sans bruit. « Parfait ». Claire s'approcha et regarda à l'intérieur. Les étagères et les tringles étaient vides, attendant d'être remplies. C'était une toile vierge, un espace à définir. Elle regarda les cartons empilés dans le couloir, remplis des vestiges de sa vie passée. L'acte de transférer ses vêtements de l'ancienne à la nouvelle armoire devint un rituel symbolique. Julien, réalisant qu'il s'agissait d'une tâche personnelle, commença à nettoyer ses outils et à ranger la zone de travail, lui laissant son intimité. Claire prit la première pile de vêtements, ses robes de tous les jours. En les suspendant sur la tringle neuve et propre, elle sentit qu'elle prenait une décision consciente. Elle choisissait d'emporter cette partie d'elle-même dans son nouvel avenir. Puis, elle prit la robe en soie bleu ciel, celle qu'elle n'avait pas portée depuis 15 ans. Elle hésita. Elle pouvait la ranger dans une boîte, une relique du passé. Mais au lieu de cela, sur une impulsion, elle la suspendit dans l'armoire, bien en vue. Non pas parce qu'elle comptait la porter, mais comme un rappel de la femme qu'elle avait été, une femme qui aimait danser et se sentir belle, un rappel que la joie et la couleur avaient autrefois fait partie de sa vie et pourraient le faire à nouveau. Ensuite, ce fut le tour des affaires d'Étienne. C'était la décision la plus difficile. Elle prit son pull bleu marine. Son premier instinct fut de le garder aussi, mais elle s'arrêta. Le garder là, suspendu dans son armoire, ce n'était pas le garder en vie. C'était se garder elle-même prisonnière du passé. Le cœur lourd mais l'esprit clair, elle plia le pull et le plaça dans une boîte séparée, destinée à une œuvre de charité. Elle fit de même avec ses vestes et ses chemises. Elle ne garda que la petite boîte en bois avec les coquillages et l'album photo, qu'elle plaça sur une étagère, non comme des souvenirs funèbres, mais comme les trésors d'une vie bien vécue. C'était un processus de tri. Elle éditait sa propre vie, décidant ce qui était essentiel et ce qui n'était qu'un poids mort. En vidant les boîtes et en remplissant l'armoire, elle se sentait de plus en plus légère. Quand elle eut terminé, l'armoire était à moitié pleine. Il y avait de la place, de l'espace pour respirer, de la place pour de nouvelles choses. Elle regarda son œuvre et ressentit un profond sentiment de paix et d'accomplissement. L'armoire n'était plus une intruse. Elle était devenue sienne. Ce n'était pas seulement un meuble, c'était une déclaration d'intention, un symbole de sa décision d'aller de l'avant, sans oublier le passé, mais sans en être prisonnière non plus. C'était la première pièce tangible de son nouveau chapitre. Julien avait fini de nettoyer. Sa boîte à outils était près de la porte, et la chambre était impeccable, sans la moindre trace de sciure. Le soleil de l'après-midi commençait à décliner, jetant de longues ombres sur le sol. « Eh bien, Claire, tout est prêt, » dit-il, sa voix la ramenant au présent. « J'espère que l'armoire vous plaira. » « Elle est magnifique, Julien. Merci. Vous avez fait un excellent travail. » L'instant flotta entre eux. Le travail était terminé. Sa raison d'être là était finie. Le cours normal des choses aurait été qu'elle le paie et qu'il s'en aille.
La maison retournerait à son silence. L'idée était soudainement insupportable. Une panique silencieuse s'empara de Claire. Elle n'était pas prête à ce que ce lien se termine. Pas encore. Poussée par un courage qu'elle ne se connaissait pas, les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ait eu le temps de les remettre en question. « Julien, je sais que vous avez probablement des projets, mais j'ai fait un bœuf bourguignon pour le dîner. C'est trop pour une seule personne. Voudriez-vous rester dîner avec moi ? Comme un remerciement approprié pour tout votre travail et votre gentillesse. » L'invitation resta en suspens, aussi surprenante pour elle que pour lui. Julien cligna des yeux, clairement pris au dépourvu. Son visage passa par une série d'émotions. Confusion, hésitation, et enfin, un sourire chaleureux. « Un bœuf bourguignon ?» dit-il. « C'est mon plat préféré. Ma grand-mère en faisait. J'adorerais rester, Claire. Merci. » Un immense soulagement inonda Claire. Elle avait fait un pas hors de sa zone de confort. Un bond, en fait, et elle n'était pas tombée. Elle avait été acceptée. « Merveilleux !» dit-elle, sa voix semblant plus légère et plus jeune qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. « Je vais juste mettre la cocotte sur le feu. Mettez-vous à l'aise. Vous pouvez lire le journal si vous voulez. Ou, enfin, faites comme chez vous. » En descendant vers la cuisine, elle se sentit étourdie par sa propre audace. Elle avait invité un homme à dîner, un jeune homme. Que dirait Geneviève Dubois si elle savait ? Un instant, le doute l'assaillit, mais l'odeur riche du ragoût, qui mijotait depuis des heures, emplit ses narines et chassa toutes ses inquiétudes. Il ne s'agissait pas de Geneviève. Il ne s'agissait pas de ce qui était approprié ou non. Il s'agissait de son propre besoin de compagnie, de conversation, de partage. Il s'agissait de ne pas vouloir qu'une journée aussi significative se termine brusquement. Il s'agissait d'honorer le lien qu'ils avaient tissé. Et pour la première fois depuis très très longtemps, Claire avait hâte que la soirée arrive. L'heure qui suivit fut un tourbillon d'activités que la cuisine de Claire n'avait pas connue depuis des années. Elle avait l'impression de se préparer pour une fête, bien que ce ne soit que pour 2 personnes. L'adrénaline de sa propre audace chantait dans ses veines. En remuant le bœuf bourguignon, son arôme riche emplissant la maison, elle pensa à son répertoire culinaire. C'était un plat d'Étienne. Il l'adorait, surtout les jours froids d'automne. C'était un plat de réconfort, de tradition, de mémoire. Mais en goûtant la sauce, une nouvelle idée lui vint. Elle décida de faire une salade d'endives aux noix et au roquefort. Quelque chose qu'elle aimait, mais qu'Étienne, avec son palais plus simple, n'avait jamais vraiment apprécié. C'était une petite rébellion, un petit acte d'affirmation de soi. Le dîner serait un mélange de l'ancien et du nouveau. Tout comme elle, elle ouvrit une bouteille d'un bon Bordeaux qu'elle gardait pour une occasion spéciale qui n'arrivait jamais. Eh bien, l'occasion était là. Elle mit la table avec sa plus belle vaisselle et ses couverts en argent. Elle alluma 2 bougies au centre de la table, leur lueur douce créant une atmosphère intime et chaleureuse. Puis vint la question de la tenue. Elle monta dans sa chambre et ouvrit les portes de la nouvelle armoire. Ses vêtements habituels, les robes à fleurs et les gilets en laine, lui parurent soudainement inappropriés. Son regard se posa sur la robe en soie bleu ciel. Son cœur fit un bond. Serait-ce trop ? Serait-ce ridicule ? Elle la sortit du cintre. Le tissu était frais et doux au toucher. Elle n'hésita qu'un instant avant de prendre sa décision. Elle ôta sa robe de tous les jours et enfila celle en soie. La fermeture éclair monta avec difficulté et la coupe était un peu plus ajustée qu'elle ne s'en souvenait. Mais elle lui allait. Elle alla devant le miroir et regarda son reflet. La femme qui la regardait en retour était différente. Le bleu vibrant de la robe rehaussait la couleur de ses yeux et donnait de l'éclat à sa peau pâle. Elle n'avait pas l'air plus jeune, mais elle avait l'air plus vivante. Elle peigna ses cheveux blancs et, sur une impulsion, les attacha avec une barrette en argent qu'elle n'avait pas portée depuis son dernier anniversaire avec Étienne. Elle ne s'habillait pas pour Julien, réalisa-t-elle. Elle s'habillait pour elle-même, pour la femme qu'elle redécouvrait. Elle descendit les escaliers, se sentant nerveuse, mais aussi étrangement puissante. Julien était dans le salon, feuilletant un des livres d'art d'Étienne. Quand elle entra, il leva les yeux, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Claire, dit-il, sa voix douce et pleine d'admiration sincère, vous êtes éblouissante. Cette couleur vous va à merveille. » Le compliment simple et honnête la réchauffa de l'intérieur, dissipant les doutes qu'elle pouvait encore avoir. « Merci, Julien, » dit-elle, avec un sourire qui semblait tout à fait naturel. Le dîner est presque prêt. L'anxiété avait laissé place à une joyeuse anticipation. Le décor était planté, non pas pour une séduction, mais pour une célébration.
Une célébration d'une journée inattendue, d'une amitié improbable et du retour d'une femme à elle-même. Assis à table, à la lueur des bougies, le monde extérieur semblait avoir disparu. Le seul son était le doux crépitement du feu dans la cheminée et le tintement des couverts sur les assiettes. Le bœuf bourguignon était parfait, la viande tendre et la sauce riche et savoureuse. « C'est incroyable, Claire », dit Julien après sa première bouchée. « C'est encore meilleur que celui de ma grand-mère. Mais ne lui dites pas que je l'ai dit. » Claire rit, un son sincère et détendu. « Votre secret est en sécurité avec moi. » La conversation coula de source, lubrifiée par le bon vin et l'atmosphère détendue. Ils ne parlèrent plus du passé, de la perte. Au lieu de cela, ils parlèrent de l'avenir. Julien parla avec passion de ses projets pour son atelier. Il décrivit le type de pièces qu'il voulait créer. Des tables de salle à manger rustiques, des bibliothèques élégantes, des chaises à la fois confortables et des œuvres d'art. Il parla de son désir d'utiliser des bois locaux et des techniques traditionnelles. Son énergie était palpable, son rêve si vivant que Claire pouvait presque voir l'atelier dans son esprit. « Et vous, Claire ?» demanda-t-il soudain, la fixant de son regard direct. « Qu'est-ce que vous aimez faire, en dehors d'être une cuisinière fantastique ?» La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait demandé ça depuis des années. Les gens lui demandaient comment elle allait, si elle avait besoin de quelque chose, mais pas ce qu'elle aimait faire. Elle pensa à ses aquarelles, rangées et poussiéreuses au grenier. « J'avais l'habitude de peindre, » admit-elle, la voix un peu hésitante. Des aquarelles, surtout des paysages. Les forêts d'ici, la côte normande. Vous aviez l'habitude ? Oui. J'ai arrêté, après le décès de mon mari. L'inspiration a juste disparu. Ça ne semblait pas juste de continuer à créer de la beauté quand mon monde était si gris. Je comprends, dit Julien doucement. Mais peut-être que l'inspiration ne disparaît pas. Peut-être qu'elle s'endort simplement, en attendant le bon moment pour se réveiller. Ces mots résonnèrent en elle. Il ne la pressa pas, ne lui donna pas de conseils faciles. Il offrit juste une perspective différente, une graine de possibilités. Ils continuèrent à parler, partageant des philosophies sur la vie, le travail et le bonheur. Il parla du désir de sa génération pour l'authenticité et le sens, pas seulement un salaire. Elle parla de l'importance de la communauté et des racines, d'appartenir à un lieu. Ils venaient de mondes différents, d'époques différentes, mais ils découvrirent que leur vérité fondamentale était étonnamment similaire. Il n'y avait aucune tension romantique dans l'air. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de peut-être plus rare et plus précieux, une rencontre des esprits, une reconnaissance mutuelle de l'âme. Il ne la voyait pas comme une vieille femme fragile, mais comme une personne intéressante, avec une vie riche. Et elle ne le voyait pas comme un jeune ouvrier, mais comme un artisan passionné, avec une vieille âme. Quand le dîner se termina, Claire se sentit revigorée, comme si elle venait d'avoir la conversation la plus stimulante de sa vie. Sa maison, qui s'était si souvent sentie comme un mausolée, était pleine de vie, de rire et d'idées. La soirée avait dépassé toutes ses attentes. C'était un échange, un partage, une véritable communion. Ils prenaient un café dans le salon, la chaleur du feu réchauffant la pièce, lorsque la sonnerie stridente du téléphone brisa le charme. Le son sembla une intrusion, une alarme venant du monde réel. « Excusez-moi », dit Claire en se levant pour répondre. « C'est probablement ma fille. » C'était Isabelle. Sa voix, comme toujours, était énergique et directe. « Maman, alors comment ça s'est passé ? L'armoire est montée ? Le garçon était gentil ? Bonsoir, ma chérie, » dit Claire, essayant de garder sa voix calme et normale. « Oui, tout s'est bien passé. L'armoire est presque finie. Julien termine demain. »« Julien ? Ah, tu l'appelles déjà par son prénom, » remarqua Isabelle, avec une pointe de surprise dans la voix. « Il t'a semblé compétent ? » ?»« Très. C'est un excellent travailleur. Et très gentil. » Claire jeta un coup d'œil à Julien, qui regardait le feu, lui laissant poliment son intimité. Il y eut une pause sur la ligne. Isabelle avait un sixième sens pour détecter quand quelque chose sortait de l'ordinaire. « Maman, tout va bien ? Tu as l'air différente. Ta voix est plus enjouée. »« Je vais très bien, Isabelle. Juste fatiguée de la journée. » C'était un pieux mensonge. Elle n'était pas fatiguée. Elle était pleine d'énergie. « Qu'est-ce que tu fais ? J'entends un bruit de fond. » On dirait des voix. Le cœur de Claire s'accéléra. Elle se sentit comme une adolescente prise en faute. Le ridicule de la situation la fit presque rire. « C'est juste la radio, ma chérie, » mentit-elle à nouveau.
se sentant instantanément coupable. Pourquoi mentait-elle? Parce que c'était plus facile que d'expliquer l'inexplicable. Comment aurait-elle pu décrire à Isabelle, sa fille pragmatique et occupée, l'amitié improbable qui avait fleuri au cours des dernières 48 heures? Isabelle ne ferait que s'inquiéter, imaginer le pire, penser que sa vieille mère se faisait abuser ou perdait la tête. Bon, d'accord. Appelle-moi demain quand il aura fini son travail. Je veux être sûre que tout est parfait. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Bonne nuit. Claire raccrocha, sa main tremblant légèrement. La conversation avait été un rappel du monde extérieur et de ses complexités. Son petit cocon de chaleur et de camaraderie avec Julien était fragile, susceptible au jugement et aux malentendus des autres, même de ceux qui l'aimaient. Quand elle retourna à son fauteuil, Julien la regarda avec une expression interrogative. « Ma fille », expliqua-t-elle. « Elle s'inquiète beaucoup. » Il hocha la tête, compréhensif. « C'est bien d'avoir quelqu'un qui s'inquiète pour nous. »« Oui, ça l'est », acquiesça Claire. Mais à ce moment, elle réalisa que l'inquiétude peut parfois être une cage, même si elle est dorée. L'appel d'Isabelle avait introduit une note de conflit dans sa soirée parfaite. Un rappel que son nouveau voyage ne serait pas sans défi, surtout lorsqu'il s'agirait d'expliquer ses nouveaux choix à ceux qui pensèrent la connaître le mieux. La soirée toucha à sa fin. Julien regarda l'horloge à balancier et se leva. « Il se fait tard, » dit-il. « Je dois y aller. J'ai un long trajet pour rentrer chez moi. » Le départ était inévitable, mais Claire ressentit une pointe de tristesse. La magie de la soirée se dissipait. « Bien sûr, » dit-elle en l'accompagnant à la porte. « Encore une fois, merci pour tout, Julien. Pour l'armoire et pour le dîner. C'est moi qui vous remercie, Claire. C'était l'un des meilleurs repas et des meilleures conversations que j'ai eues depuis longtemps. » Il s'arrêta sur le seuil, se tournant vers elle. Son regard erra dans la pièce et se posa sur un coin sombre, où quelque chose était recouvert d'un drap poussiéreux. « Qu'est-ce que c'est, là-bas » demanda-t-il, sa curiosité d'artisan piqué. « Oh, ça » Claire suivit son regard. « Ce n'est rien, juste de vieilles choses. » Mais Julien s'approcha et, d'un geste délicat, souleva un coin du drap. En dessous se trouvait son chevalet de peintre en bois, avec une toile vierge, jaunie par le temps, encore fixée dessus. Ses boîtes de peintures et ses pinceaux étaient par terre, couverts de poussière. « Vos aquarelles » dit-il, sa voix pleine d'un respect presque révérencieux. Il toucha le bois du chevalet. « C'est de la bonne qualité. Ce serait dommage de le laisser prendre la poussière ici. » Il la regarda, son regard intense et encourageant. « Vous dites que l'inspiration a disparu, mais parfois, il suffit de commencer. Le premier pas, le premier coup de pinceau, le reste suit. » Claire regarda le chevalet, le cœur serré. C'était un fantôme d'une autre vie, d'une autre Claire. Le voir découvert, sous le regard de Julien, c'était comme si un secret intime était révélé. Julien laissa retomber le drap. « Bon, je dois y aller. » Il lui tendit la main. Elle posa la sienne dans la sienne, et il la serra doucement. « Au revoir, Claire. Au revoir, Julien. » Il était déjà à mi-chemin de sa camionnette quand il se retourna et cria « Vous savez, si jamais vous décidez de repeindre, je connais un endroit où on trouve du bois de frêne fantastique pour les cadres. Je peux vous apporter des échantillons, si vous voulez. Sans engagement. » Et sur ce, il monta dans sa camionnette et partit, les phares fendant l'obscurité de la nuit, avant de disparaître au coin de la rue. Claire resta sur le pas de la porte, l'air froid de la nuit sur son visage. Son offre était plus qu'une simple offre de bois. C'était un cadeau d'encouragement, une graine de possibilités plantée dans la terre fertile de son âme nouvellement éveillée. Il ne lui avait pas dit quoi faire, il lui avait juste montré une porte et suggéré qu'elle en avait peut-être la clé. Elle ferma la porte et s'y adossa, le cœur débordant d'une émotion qui était un mélange de gratitude, de tristesse et d'un espoir bouleversant. Son temps avec Julien était terminé, mais elle avait le sentiment que quelque chose de bien plus important ne faisait que commencer. Le lendemain se leva gris et humide. La maison était silencieuse, mais ce n'était plus le silence de la solitude. Elle était remplie des échos de la veille, rires, conversations, tintements de verre. Claire accomplit sa routine matinale, mais son esprit était ailleurs. Il était dans le coin du salon, sous le drap poussiéreux. Après son petit déjeuner, au lieu de s'asseoir pour lire le journal, elle s'y dirigea. Elle eut l'impression de s'approcher d'un animal endormi qu'elle ne voulait pas réveiller. Elle tira le drap, et le nuage de poussière qui s'éleva la fit tousser. Il était là, son chevalet, son compagnon de tant d'années, les boîtes d'aquarelle, les pinceaux en poil de martre, les blocs de papier à grains épais.
les outils d'un langage qu'elle ne parlait plus. Pendant 1 heure, elle resta assise là, à regarder. Elle toucha le bois du chevalet, les tubes de peinture séchés. Chaque objet ramenait un flot de souvenirs. Elle se souvint de s'être assise sur les falaises d'Étretat, essayant de capturer la lumière changeante sur l'eau, avec Étienne à ses côtés, lisant en silence. Elle se souvint de la frustration de ne pas réussir à obtenir la couleur exacte du ciel au crépuscule, et de la joie pure lorsque, parfois, elle y parvenait. La peinture avait été sa passion, sa façon de se connecter au monde, d'exprimer ce qui ne pouvait être dit avec des mots, et elle l'avait abandonné. Elle avait laissé la douleur la réduire au silence. Les mots de Julien résonnèrent dans son esprit. Parfois, il suffit de commencer. Le premier pas, le premier coup de pinceau. Était-ce si simple? En avait-elle encore le talent? Le courage? Elle se leva. Avec une détermination qui la surprit, elle commença à nettoyer. Elle apporta les boîtes à la table de la cuisine. Elle ouvrit les tubes de peinture, certains avec difficulté. Elle pressa un peu de bleu outre-mer sur une palette en céramique. Le pigment était vibrant, intense. Puis un peu d'ocre jaune, sépia, vert émeraude, les couleurs de sa Normandie. Elle remplit un bocal d'eau claire. Elle choisit un pinceau, ses poils raidis par le manque d'usage. Elle le plongea dans l'eau, l'assouplissant. Puis, elle toucha le pigment bleu avec la pointe du pinceau. Elle apporta la toile vierge au chevalet et le plaça près de la fenêtre de la cuisine, là où la lumière était la meilleure. Son cœur battait la chamade. Ses mains tremblaient. La peur de la page blanche, de l'échec, était paralysante. Elle regarda dehors, son petit jardin, les douces couleurs automnales. Elle prit une profonde inspiration. Elle se souvint du cri dans le couloir. Cette libération, c'était la même chose. C'était un saut dans l'inconnu. Elle ferma les yeux un instant, puis les ouvrit, leva le pinceau, et d'un mouvement à la fois hésitant et déterminé, toucha la surface de la toile avec la pointe. Un unique coup de pinceau bleu. Il n'était pas parfait. Ce n'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était un début. C'était une promesse. C'était son vrai cri, silencieux cette fois, mais infiniment plus puissant, une affirmation de vie, de couleur, de création, sur le fond gris du deuil. Dans la quiétude de sa cuisine, entourée par les fantômes de son passé et les promesses d'un avenir incertain, Claire Dubois avait recommencé à peindre. Plusieurs semaines passèrent. L'automne laissa place aux premiers signes de l'hiver, avec le givre couvrant l'herbe le matin et la fumée s'échappant des cheminées du village. La vie de Claire Dubois avait trouvé un nouveau rythme. Sa routine matinale restait la même. Le café, les poules, le pain frais. Mais maintenant, après le petit déjeuner, il y avait un nouveau rituel. Elle allait à son chevalet près de la fenêtre de la cuisine et peignait, pendant des heures. Sa maison, autrefois un sanctuaire de silence et de souvenirs, s'était transformée en atelier. Des toiles appuyées contre les murs, des bocaux d'eau troubles aux pigments colorés, l'odeur de papier mouillé et de peinture se mêlant à l'arôme du pain et du bois de chauffage. Le premier coup de pinceau hésitant avait laissé place à un flot de créativité. Elle peignait les forêts autour de Lyon-la-Forêt, les maisons à colombage du village, le ciel de Normandie dans toutes ses nuances de gris, de bleu et de rose. Ses peintures n'étaient pas comme celles d'autrefois. Il y avait une nouvelle audace dans ses couleurs, une nouvelle liberté dans ses coups de pinceau. Elle n'essayait pas de capturer le monde exactement tel qu'il était, mais tel qu'elle le ressentait. Il y avait de la mélancolie en elle, oui, mais il y avait aussi de la lumière, de l'espoir et une énergie vibrante. Elle parlait à Isabelle chaque semaine, et sa fille remarqua le changement. La voix de Claire était plus forte, plus pleine de vie. Elle parlait avec enthousiasme de ses projets, des couleurs qu'elle découvrait. Isabelle fut d'abord confuse, mais peu à peu, son inquiétude laissa place à une admiration réticente. Elle était heureuse de voir sa mère heureuse. Un jour, Julien appela. Sa voix au téléphone fut une agréable surprise. Il avait trouvé le bois de frêne dont il avait parlé et voulait savoir s'il pouvait passer pour laisser les échantillons. Il vint un samedi après-midi. En entrant, il s'arrêta sur le seuil, émerveillé par la transformation de la maison. Il regarda les peintures dispersées partout, son visage s'illuminant d'un sourire de joie sincère. « Claire, dit-il, sa voix pleine d'admiration. C'est magnifique. Je savais que c'était encore là. » Ils s'assirent et prirent un café, et elle lui montra son travail. Il écouta attentivement pendant qu'elle expliquait ses idées, son processus. Il lui parla des progrès qu'il avait faits dans son atelier. C'étaient 2 artistes, 2 créateurs.
partageant leur passion. Leur amitié était un havre de paix, une source d'inspiration mutuelle, libre des complications du reste du monde. L'histoire ne se termine pas par une romance improbable ou un grand retournement de situation dramatique. Elle se termine de manière beaucoup plus silencieuse et peut-être plus vraie. Elle se termine avec Claire debout près de sa fenêtre, regardant son village endormi sous un ciel d'hiver. La nouvelle armoire dans sa chambre est pleine, non seulement de ses vêtements, mais aussi d'un sens d'elle-même qu'elle avait redécouvert. Sa maison est pleine de couleurs et de sens. Elle ne vivait plus dans le passé. Elle n'attendait pas l'avenir. Elle était pleinement présente dans l'instant, trouvant la beauté et le sens dans chaque coup de pinceau, chaque lever de soleil, chaque conversation. Le cri qui lui avait échappé dans ce couloir avait été le début d'une nouvelle chanson. Julien avait été le catalyseur, mais la transformation, le courage, l'art, tout cela était venu de l'intérieur. À 72 ans, Claire Dubois n'était pas à la fin de son histoire. Elle ne faisait, en fait, que commencer son chapitre le plus vibrant. Et ainsi, la toile de Claire commença à se remplir de couleurs, chaque coup de pinceau témoignant d'une vie redécouverte. Si cette histoire de seconde chance a résonné en vous, si elle vous a fait penser aux toiles blanches de votre propre vie, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Chaque histoire partagée enrichit notre communauté. Votre abonnement et votre j'aime sont comme une nouvelle couche de peinture pour notre chaîne, nous permettant de donner vie à plus d'histoires comme celle-ci. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage et à la prochaine.